Jean-Paul Sartre, un des philosophes les plus brillants de l'existentialisme. Son essai « L'existentialisme est un humanisme », publié en 1946, décrit ses conceptions philosophiques. Sartre défend son œuvre contre les objections des chrétiens et des marxistes. Point par point, il souligne les incohérences de leur critique et lave l'existentialisme de tout reproche afin de mieux railler le lecteur à ce mouvement. On va interviewer François Gajan sur cet essai. Gajan est un professeur de philosophie de l'université de Louvagie qui a fait ses études de lettres à l'université de Provence en Aix-en-Provence. Nous sommes en train de nous préparer pour l'entretien. L'heure buzz, on est déjà prête pour commencer l'activité. On va le rajouter ça. On va couper, coller. On est ici à l'université de Louvagie afin d'interviewer le professeur François Gajan et des étudiants de philosophie aussi, Carlo Marchand, Rodrigo Carrillo et nous sommes Stéphanie, Laura Marcela et Marguerite. La première question que je voudrais vous adresser, c'est Sartre, dans son texte, a parlé qu'il y a deux types d'existentialisme. Oui. L'existentialisme chrétien Oui. et l'existentialisme athée. Vous pouvez nous parler sur l'existentialisme chrétien? Oui, alors dans cette conférence qui ensuite a été publiée, qui est didactique, il répond aux critiques qu'on fait à l'existentialisme, ce qui veut dire que déjà l'existentialisme connaît un essor très important en France. D'ailleurs ça a été une mode aussi, une mode intellectuelle, qui déborde le cadre de la philosophie et qui touche des hommes d'action, des hommes engagés dans la politique, des intellectuels bien sûr, des artistes surtout. Et tout ce monde-là vient assister à la conférence où Sartre défend la thèse un peu étrange selon laquelle l'existentialisme est un humanisme. Oui, il va s'en expliquer. Et il commence par les critiques, les grandes critiques que l'on adresse à l'existentialisme. Et effectivement, dans cette grande introduction, assez facile de comprendre, avec un langage assez familier quand même, il montre qu'il y a deux types, en effet, d'existentialisme, un chrétien et un athée. Et il nomme des noms, Karl Jasper par exemple, et Kierkegaard, qui se situeraient, digamos, dans l'existentialisme chrétien, alors qu'il défend, lui, un existentialisme athée. L'existentialisme chrétien, c'est celui qui plonge ou fait surgir le sentiment de désespoir, parfois d'angoisse qui touche l'homme. Ce sentiment qui est partagé avec l'existentialisme athée, pas seulement chez Sartre, chez Camus aussi, mais qui ne renonce pas à poser l'existence de Dieu. Cette existence de Dieu, finalement, c'est un secours, c'est un appel qui permet de dépasser ce sentiment d'angoisse lié à l'existence proprement humaine, et non pas toutes les existences. Il s'agit vraiment de l'existence humaine et pas de l'existence d'autres êtres vivants, des animaux par exemple. Il ne s'agit pas bien sûr de la situation ontologique, disons, des artefacts, des choses qui sont dans le monde. Et c'est là vraiment la grande différence, et ça va montrer que même si l'on pose l'existence de Dieu, ce qui pour lui est finalement invraisemblable, absurde, et il se trouve néanmoins que la question de la liberté touche ces deux sortes d'existentialisme. Et il pense, lui, que l'existentialisme athée, finalement, permet de sortir de ce désespoir, et qu'il s'agit ici d'un optimisme. Ça, c'est quelque chose qui apparaît dans cette conférence et qui va à contre-courant un peu de l'idée reçue que l'on se fait de l'existentialisme,
Les reproches, par exemple, les critiques qu'on dirige, c'est le fait que apparemment il se complaît dans la laideur. Hein. Bien sûr, il y a le sentiment de la nausée, dans le fameux roman La nausée, mais il y aurait une espèce de complaisance presque morbide pour la bassesse, pour les sentiments bas, pour la lâcheté, et puis aussi pour la laideur esthétique, disons, des choses. Et contre tout ça, Sartre se défend et il marque, disons, dans ce grand cadre de l'existentialisme, certaines différences avec l'existentialisme chrétien. Et cette différence fondamentale, c'est le fait que on ne peut pas attendre un secours, une grâce divine face à l'angoisse qui nous surprend, disons, quand on reconnaît que notre vie est contingente, ou on reconnaît, si l'on croit en Dieu, si l'on pose l'existence de Dieu, que l'on reconnaît que nous sommes de pauvres créatures de Dieu. Et là, c'est vraiment différent. De toute façon, le cadre philosophique est quand même assez similaire, disons. Il y a plus de choses qui relient Sartre à l'existentialisme chrétien qui l'opposent en réalité. Bon, voilà. Les chrétiens et ceux qui se revendiquent de l'existentialisme chrétien penseraient que Sartre est vraiment pessimiste et qu'il n'aurait aucun secours face à cette angoisse, face à ce poids de la liberté qui implique une responsabilité totale pour l'homme. Et Sartre va essayer de démontrer contre eux, contre les chrétiens, et en particulier aussi contre l'existentialisme chrétien et contre d'autres courants, qu'en réalité nous sommes face à un humanisme d'un nouveau ordre, qui n'est pas l'humanisme chrétien, et qu'il y a une réponse dans l'action, et qu'il y a aussi peut-être une forme de morale qui se dégage de tout cela. Voilà. Ça court un peu. Pour les marxistes, l'existentialisme est une philosophie, disons, une philosophie de l'impuissance individualiste, bourgeoise. Et pour les catholiques, ils pensent que l'absence de Dieu retire tout espoir et le condamne à vivre d'une manière, disons, absurde. Oui, très bien. Mais pour vous, François Jean, Oui. quel est votre point de vue sur l'existentialisme? Peut-être quelle est votre critique? D'accord. D'abord, en premier lieu, quand je lis cette conférence, et puis je connais aussi assez bien son théâtre, sa littérature, je connais, disons, assez bien les traits de l'honneur aussi. Mais surtout dans cette conférence, petit ouvrage, je comprends les arguments énoncés par Sartre et j'en suis presque persuadé. Ça, il faut faire attention en philosophie. Être convaincu des arguments, ça ne veut pas dire qu'on épouse complètement ces arguments. Je peux comprendre un argument philosophique, c'est-à-dire un argument de raison, et comprendre surtout ce qui oppose, comme tu l'as dit, comme tu viens de le dire, certains courants intellectuels, ou certaines pratiques politiques, ou certaines situations qui impliquent religieusement l'homme, disons, de la spécificité de l'existentialisme sartrien, disons. Alors je suis convaincu des arguments qui sont énoncés. Et il y a une puissance, il y a un génie philosophique chez Sartre. On peut l'écouter, on peut le réécouter aussi, il y a une voix, un ton, une conviction très forte de quelqu'un qui est possédé, disons, par la philosophie, par le génie philosophique. Et tout cela, bien sûr, emporte le lecteur, ou emporte celui qui écoute encore via Internet, disons, les conférences qu'a donné Sartre. Et je suis convaincu de ce qu'il dit. Mais il y a des choses, disons, que j'émets un doute. Bien qu'étant convaincu par les raisons, les arguments qu'il avance, il me semble que la question, par exemple, de la nature humaine doit être encore posée. Alors ça, c'est bien sûr
la fameuse phrase de Sartre, non, l'existence précède l'essence. Et il n'est pas question, il le redit ici, il n'est pas question pour Sartre de penser, de croire qu'il y a effectivement une nature humaine. Alors que pendant des siècles, la philosophie a posé de manière explicite ou implicite cette question de la nature humaine. D'ailleurs, il en parle. Il parle des philosophes, en particulier du XVIIIe siècle. Il parle de Kant, en particulier aussi, d'une morale qui n'est pas adaptée, disons, aux ambivalences et aux situations dramatiques qui se posent. Il y a le cas, vous vous souvenez, de l'étudiant durant la guerre qui ne sait pas si finalement il doit entrer dans la résistance et de quelle manière, ou s'il doit rester avec sa mère pour la protéger, veiller sur sa vie. Et alors, cette question de la nature humaine, elle est importante. Moi, j'aime beaucoup les Grecs. Mes spécialités en philosophie, c'est bien sûr la philosophie grecque et romaine. Et chez ces Grecs, qui sont à l'origine de la philosophie, il y a une nature humaine. Il y a pour eux une nature humaine. Alors bien sûr, le cadre de l'exercice de la philosophie grecque est un cadre très, très différent du nôtre. Pour eux, il y a une espèce de conception du monde en tant qu'univers ou cosmos. Et l'homme fait partie de ce grand tout, ordonné, disons. Et il y a une nature du monde et une nature de l'homme. Et ces deux natures se répondent. Bon, et Sartre préfère parler d'une condition humaine, d'ailleurs il en parle, mais la question de la nature humaine devrait, je pense qu'il élimine un peu rapidement, quoi. Par exemple, chez Camus, au début, il y a quand même une affinité, disons, littéraire au moins, et presque intellectuelle. L'étranger est salué par Sartre. Et il y a là une position existentialiste, on pourrait dire. Et puis rapidement, avec les deux essais très, très connus de Camus, L'homme révolté, le mythe de Sisyphe, il y a une divergence politique. Et puis, dans les carnets, cette espèce de journal intime de Camus, il y a Camus ne goûte pas, n'aime pas du tout cette position des Sartriens, qui refuse de dire, de penser, de croire, de postuler qu'il y ait une nature humaine. Et c'est le fond grec, c'est la nostalgie grecque, c'est la beauté méditerranéenne qui parle chez Camus, alors que la nature est très peu présente chez Sartre. Alors la question de la nature humaine apparaît chez Camus, qui essaie de penser lui aussi à sa manière une morale, en période de crise, une morale qui implique la situation tragique ou dramatique de l'existence humaine, existentielle, disons. Mais il y a toujours ce fond grec. Ce fond méditerranéen implique la beauté méditerranéenne qui est tragique, implique aussi la possibilité de dire qu'il y a une espèce de constance dans les faits et gestes humains. Et ça, c'est évacué avec de très bons arguments par Sartre, mais c'est évacué, disons, un peu rapidement. Et là, je suis convaincu des arguments. Ça ne veut pas dire que j'épouse pleinement les thèses de Sartre, par exemple, sur ce point. Puis sur un autre point, il dit bien sûr il y a la subjectivité, et il parle du cogito cartésien, hein, je pense donc je suis, et cette subjectivité implique l'intersubjectivité. Et alors, il y a la question de la morale. Comment agir, de quelle manière, comment penser les fins et les moyens d'une action. Et bien sûr, il essaie de montrer qu'il y a des valeurs, enfin, sinon, il y a une logique, disons, pour penser une morale, mais on ne sait pas exactement en quoi consiste cette morale. D'ailleurs, à la fin de L'être et le néant, il promet au lecteur une morale qui correspond à cette ontologie phénoménologique de l'être et du néant et qui n'apparaît pas. Alors on peut dire que cette morale, elle se situe dans cette figure de l'intellectuel engagé qu'est Sartre, et dans son idée de penser dialectiquement de nouveau le marxisme dans une période où les deux grands champs idéologiques s'opposent, hein, bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, le communisme et puis le capitalisme, les deux grands blocs.
Et alors sur cette question, je ne peux pas dire que je suis complètement convaincu, quoi. Bien sûr, l'homme est toujours en situation. Bien sûr, cette liberté est toujours en situation et en acte. Et c'est en agissant que l'homme, peu à peu, se définit chez Sartre, est toujours en situation. Enfin, les données sociologiques et historiques font l'homme aussi, beaucoup plus que ne le pense Sartre, et peut-être qu'il ne suffit pas d'une volonté qui serait bonne pour pouvoir se dégager complètement de cette situation qui nous fait aussi, qui nous constitue. Alors là aussi, on pourrait un peu discuter, j'aime, les arguments sont très forts, il y a un style sartrien qui arrive presque à persuader, qui entraîne. Ça ne veut pas dire que, bien qu'on soit convaincu des arguments, une nouvelle fois, on s'engage tout de suite sur la voie de l'existentialisme. Ça c'est... Bon, alors ça serait ces deux points, la question de la nature humaine, la question de la morale, disons. Ces deux points, je doute un peu, j'ai des réticences. Un des conseils, je crois, les plus importants de la philosophie sartrienne, c'est l'engagement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait entendre par engagement? Bon, l'explication qu'il donne ici, elle est d'ordre philosophique. Il commence par une série de critiques qui sont philosophiques et non philosophiques, qui sont artistiques, qui sont politiques, bien que la philosophie est toujours engagée dans le champ de la politique. Enfin, bon. Et puis, rapidement, il va éclairer ce qu'il entend par existentialisme, et il s'engage presque uniquement là, dans cette conférence, sur la voie philosophique. Et l'engagement, qu'est-ce que c'est? L'engagement, c'est un fait humain, pour le dire sur ce mode, qui dépend entièrement du fait aussi que l'homme, que la vie humaine, que sa vie, que son existence est contingente. Qu'il est jeté dans le monde et que sa vie n'est pas due, n'est pas déterminée, hein, et surtout qu'elle n'est pas déterminée par un Dieu créateur de l'univers et du monde et de ses créatures qui seraient à son image. Donc nous sommes lancés dans le monde et il y a la révélation de notre contingence qui apparaît chez Sartre avec ce sentiment de la nausée, ce sentiment physique de la nausée, c'est quand tout d'un coup, eh bien, on a conscience de la contingence de notre existence et de la différence entre l'en-soi, les choses qui sont au monde, les objets, hein, et le pour-soi. C'est-à-dire cette conscience qui est toujours à distance d'elle-même, parce que si elle n'était pas à distance d'elle-même, eh bien, elle serait comme le livre, elle serait comme le gobelet, si, entièrement possédée par son être, sans pouvoir, par exemple, parler comme nous le faisons, et se distinguer, se séparer. Et nous sommes donc projetés, nous sommes un projet, il insiste beaucoup sur ça. La liberté, c'est une charge morale dont on ne peut pas se défaire. On croit s'en défaire en disant, eh bien, telle personne a abusé de ma volonté, ou telle situation a fait que, ou telle condition physiologique ont fait que, eh bien, je suis condamné à agir de ce mode. En réalité, c'est nous-mêmes qui, c'est la mauvaise foi, c'est nous-mêmes qui projetons et essayons de nous délivrer de ce fardeau qu'est la liberté. Et donc, la conscience, comme elle est toujours une conscience d'elle-même, elle est toujours à distance d'elle-même, eh bien, elle est toujours lancée en avant, finalement. C'est un projet. Et c'est ça l'engagement, philosophiquement parlant. L'engagement, c'est ça. C'est que nous sommes livrés, et la morale de sartrienne va se constituer un peu comme ça. Nous sommes livrés à l'action. C'est dans l'action que l'homme se fait. Il n'est pas fait, il n'est pas donné, mais il se fait dans l'action. Et les sentiments que je peux éprouver ne sont que le résultat, en fait, d'une action. Par exemple, l'engagement dans la vie amoureuse, par exemple, ce sont des exemples qu'il prend. Hein. Eh bien, en fait, ce sentiment se déduit ou apparaît
après que nous nous sommes livrés, par exemple, nous nous sommes abandonnés, croyons-nous, telle personne, nous décidons de nous marier, etc. Mais il n'y a pas d'autre possibilité que ce résultat de l'action qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, nous nous constituons comme un être aimant ou aimé, en situation, marié, avec des enfants ou non, etc. Et donc l'engagement doit se comprendre philosophiquement parlant au début, chez Sartre, comme le résultat du fait que l'homme est toujours porté en avant, précisément parce qu'il est très différent des choses mêmes, du gobelet ou du livre en ce moment. Et ensuite, il y a une autre période, il y a une pratique de l'engagement de l'intellectuel engagé cette fois-ci, politiquement, mais qui n'est le résultat finalement que de cette considération philosophique comme toujours chez Sartre. Il y a d'abord la considération philosophique, la voie philosophique, et ensuite il y a les conséquences littéraires, le théâtre, les romans, etc., les prises de position politiques, mais qui n'est que le résultat, la conséquence d'une théorie philosophique finalement, une conceptualisation, enfin il faut le dire un peu comme ça, de ce que serait l'homme du point de vue de cet existentialisme. Voilà. Mais là il ne parle que de la philosophie. Ensuite, je ne sais pas si vous l'avez, ensuite il y a une réponse, il y a des questions qui apparaissent, et surtout des questions marxistes, etc. Et il répond pour montrer qu'il y a des voies un peu communes dans l'engagement. Mais il ne croit pas à un humanisme, comme le croit, une foi en l'homme, comme le croiraient les marxistes et les communistes. C'est la grande différence. Nous revenons à la question d'avant, en fait. Ouais. Comment qualifiez-vous la pensée du Sartre, lucide, utopique, idéaliste? Ah d'accord. Idéaliste, non. Certainement pas. Et non plus matérialiste. Enfin, c'est lui-même qui le dit. Surtout dans l'existentialisme et l'humanisme. Il n'y a pas une idée de l'homme qui précéderait l'homme, à partir de laquelle l'homme pourrait se conformer ou se dégager. Il n'y a pas un pur matérialisme. Ce ne sont pas les conditions matérielles, socio-historiques qui font l'homme, bien qu'elles le déterminent en partie, mais en partie seulement. Donc il ne s'agit pas d'un matérialisme, pas d'analyser. D'une utopie, peut-être si on croit que l'histoire finalement est le juge suprême, et alors on regarde les positions idéologiques de Sartre. Et on s'aperçoit plutôt que c'est Camus qui a raison, plutôt que Sartre, c'est Camus qui a une position de justesse, disons, humaine. Mais enfin, c'est quand même la philosophie qui déborde le cadre de l'académie. C'est l'intellectuel qui est consulté de grand renom, qui certainement occulte d'autres noms qui sont importants. Et c'est une idée aussi de la culture de l'homme, c'est une idée de la politique. Alors, on pourrait dire que cette philosophie, comment la qualifier? Peut-être de vitale, dans le grand sens, dans ce sens presque ancien, d'une praxis que connaissaient les Grecs, surtout. Que la philosophie, c'est ça, c'est un art de vivre. Hein? Et il y a un art de vivre, une façon de vivre qui se déprend de la situation contingente dans laquelle je suis, moi, jeté dans le monde. Alors on pourrait dire ça peut-être, une forme de vie philosophique. C'est pas l'idéalisme, c'est pas le matérialisme, c'est pas non plus une utopie, à moins qu'on considère que Sartre s'est trompé sur tous les plans du point de vue idéologique. Bon, ça c'est l'histoire qui juge, et puis c'est notre façon de comprendre l'histoire qui nous fait juge de Sartre. Mais en dehors de ça, un philosophique, un intellectuel compromis, oui, une philosophie engagée, je ne sais pas comment, ou un art de vivre, voilà, un mode de vie philosophique. Ce serait peut-être la meilleure façon neutre de considérer la pensée de Sartre. Alors, la liberté chez Sartre est un thème un peu complexe qui a beaucoup évolué et chez ce penseur existentialiste. Alors, analysons un peu ce concept. La liberté est définie comme responsabilité à l'égard de l'autre. Oui.
tout projet, quelque individuel qu'il soit, a une valeur universelle. Oui, C'est-à-dire que l'homme est condamné à être libre, oui. et qu'on peut choisir et qu'on est responsable de nos actes. Alors, quelle est votre opinion par rapport à ce sujet, Bon, à la liberté? là, je crois vraiment qu'il touche quelque chose d'essentiel, parce que s'il y a une spécificité de l'être humain, de l'existence humaine, et si en effet tout porte à croire que notre existence pour le moins est différente de l'être des choses, de la nature des choses, des objets que l'homme même pose dans le monde, eh bien oui, la liberté implique l'autre toujours. Ce n'est pas une liberté qui s'exprimerait de manière vague, de manière intemporelle, ahistorique. C'est une liberté en situation, et cette liberté, eh bien, rencontre la liberté de ces autres existences humaines. Et là, il y a une valeur en effet universelle, d'où peu à peu l'explication du fait que l'existentialisme est un humanisme. Ce n'est pas l'humanisme de la Renaissance, ce n'est pas l'humanisme des anciens grecs ou romains, ce n'est pas, la humanitas ou la romaine, ce n'est pas un idéal kantien, ce n'est pas l'idéal d'un humanisme du XVIIIe siècle. C'est un humanisme qui se donne de manière un peu angoissante, dans le fait que moi j'éprouve cette liberté, et cette liberté se joue toujours face à la liberté des autres. Et ce sont le regard des autres qui portent sur moi le poids de la responsabilité que j'ai dans l'action que je commets, dans la décision que je prends. Ma liberté est en situation, ça signifie qu'elle est dans le monde, en situation dans le monde, mais qu'elle agit toujours sous le regard des autres. Moi-même, je peux me dédoubler à une conscience qui s'examine. Et c'est ce qu'il essaie un peu de dire aussi en parlant du cogito de Descartes. Oui, en effet, cette subjectivité de la liberté humaine se donne comme une intersubjectivité, et d'où la responsabilité. Précisément parce que la présence des autres font que j'assume cette liberté, ou je feins de l'abandonner, de m'en décharger. Mais alors là, pour Sartre, eh bien, soit je suis un lâche, soit je suis un salaud. Ce sont les deux termes qu'il emploie dans l'existentialisme. Mais en tout cas, je ne peux pas m'en défaire. Je joue à m'en défaire, mais je n'y arrive pas. Et puis alors il y a tout ce jeu du regard qu'on trouve dans l'être et le néant, qu'on trouve dans Mi-Clos, l'enfer c'est les autres. C'est-à-dire que nous sommes aussi toujours en situation, en fonction. Je peux jouer et me dédoubler à être le professeur, et vous être les étudiants. Et puis nous pouvons faire comme. Et puis on peut croire vraiment que je suis cet être social qui se constitue. Mais je feins. Et ce n'est pas pour autant que je me décharge de ce poids angoissant de la liberté qui implique pour moi un engagement, une situation, un compromis. Et là, je crois que vraiment Sartre touche quelque chose de très important, que d'autres ont dit avant lui. On a parlé un peu de l'existentialisme chrétien, mais il y a ça chez Jasper et Kierkegaard. Ceci est présent en fait déjà dès l'origine de la philosophie. La philosophie, c'est un amour de la sagesse pour les Grecs et les Romains, mais cette philosophie se donne toujours dans un dialogue avec l'autre, avec le disciple, avec le maître, avec les amis. Et la question du bonheur et de la liberté est au cœur de l'origine de la philosophie grecque et romaine. Et là, on peut dire que Sartre renoue, sans le dire, avec cette grande tradition de la philosophie. Et donc là, vraiment, nous touchons la question philosophique. Nous sommes vraiment dans la situation philosophique dès que nous revenons
nous essayons d'analyser ou nous essayons de penser cette question même de la liberté. Là, nous sommes de nouveau au cœur de la philosophie. Il y a différents moyens de le traiter. On peut le traiter sur un mode très conceptuel ou de manière un peu plus artistique, de manière esthétique. Et c'est ce qui arrive avec Sartre. Tout son théâtre, ses romans, toutes ses analyses littéraires remettent aussi à cette question de la liberté. Et comment n'être pas pris, bon, la question chez Sartre, comment ne pas être pris par ce champ de la bourgeoisie. C'est un bourgeois dans toute sa splendeur, Sartre. Il essaie de se libérer par tous les moyens de cette bourgeoisie. Et dès qu'ils sont arrivés de nouveau, soit dans la littérature, soit en politique, et même en philosophie, dans le sein de l'académie, la question bourgeoise, eh bien, il essaie de s'en défendre. Et peut-être c'est là qu'il a commis quelques erreurs, on pourrait dire, dans cette espèce de manie qu'il habite, de vouloir à tout prix refuser ce dont il provient, cette origine bourgeoise. Et on a lu La Chute, Oui. un des chapitres du livre Les Misérables, écrit par Victor Hugo. Oui. Et dans ce livre-là, on peut déduire que la société est aussi responsable de ce qu'on est. Oui. Par rapport au choix dont parlait Sartre, Oui. et croyez-vous qu'on peut choisir malgré une condition sociale d'exclusion? Oui, bon, c'est difficile. C'est pour ça que je... Mais par bonheur, cela arrive. Cela arrive. Cela n'arrive pas souvent, mais cela arrive. Cela arrive parfois, oui. Bon, cette question, disons, si on commence à lire le premier Sartre, on a l'impression que, bien, avec un peu de bonne volonté, disons, on peut se libérer complètement. Enfin, on peut exprimer notre liberté et nous dégager de ce qui apparemment serait certaines déterminations, disons. Puis après, Sartre, il évolue un peu quand même, et il prend plus en compte cette question des déterminations sociales et historiques, en essayant d'analyser en particulier le marxisme. Et puis, et puis il se rend compte, disons, que son compromis, son engagement politique est confronté, disons, aussi au fait qu'il doit porter secours à certains intellectuels. Alors là, bien sûr, les choses ne sont pas aussi nettes comme dans le premier Sartre. Elles sont très nettes avant la Première Guerre mondiale, durant la Première Guerre mondiale, à la sortie de la Première Guerre mondiale, et puis peu à peu, disons, la question des éléments socio-historiques constitue une redéfinition peut-être de cette liberté sartrienne. Bon, c'est une question très importante. Sommes-nous pleinement déterminés ou pas? Et dans quelle mesure, si nous sommes déterminés, peut-on se délivrer, disons, de ce qui nous constitue? Bon, il y a beaucoup d'auteurs qui ont traité cette question, c'est pas seulement Sartre. Et certains pensent en effet que les conditions parfois sociales et historiques sont si pesantes qu'il est difficile de s'en échapper. Pour s'en échapper, il faut provoquer une distance avec ces choses-là. Et effectivement, il y a peu d'espaces qui permettent de se voir différemment, comme dans un miroir, à distance. Sinon, on ne peut pas sortir, disons, de cette pesanteur et de ces déterminations. Et bon, jusqu'à présent, il y avait quelques espaces, en particulier l'université ou l'école, qui permettaient, disons, enfin c'était un peu, certains diront que c'est une utopie, mais enfin c'était un désir de promouvoir des éléments différents, qui permettaient précisément de s'élever dans la hiérarchie sociale, de sortir des pesanteurs familiales, sociales, historiques, matérielles qui pèsent sur l'individu. Mais enfin bon, dans les faits, on voit qu'en général, s'il faut survivre, eh bien, il n'y a pas beaucoup de possibilités de se libérer. Alors on peut dire qu'on peut se libérer intérieurement,
ne peut pas se libérer matériellement, sociologiquement, historiquement, mais on se libère intérieurement. Bon, c'est une possibilité. Par exemple, Sartre pense qu'on est entièrement responsable de ses passions. Et il y a toujours, ça c'est l'optimisme sartrien, toujours la possibilité, disons, de dire oui, de dire non, de refuser ou d'accepter. Et ce qui veut dire qu'il y a toujours la possibilité d'interpréter les conditions sociales, matérielles et historiques dans lesquelles nous sommes. Je peux les interpréter d'un mode tel qu'il est impossible pour moi d'y échapper. Ou je peux les interpréter comme, justement, comme une situation que je peux modifier avec d'autres, que je peux changer, ou de laquelle je peux sortir. Et chacun voit bien qu'on ait des exemples, chacun connaît même dans sa propre vie des moments où on se libère, disons, de ce qui nous... disons, d'une histoire qui peut être très lointaine, et pas seulement qui remet à la question de la famille. Et puis il y a des moments où on se constitue. Bon, ça c'est l'importance de la culture, de lieux qui étaient sacrés il n'y a pas très longtemps, comme l'école, l'université. Et si ces lieux sont affaiblis pour des raisons ou d'autres, eh bien on peut penser qu'il va être plus difficile d'échapper. Bon, mais la philosophie, apprendre une langue, par exemple, à parler une langue, c'est adopter une certaine vision du monde aussi. C'est pas seulement une syntaxe, une morphologie, une grammaire. Et ça, c'est un moyen, parfois on ne le sait pas, pour se libérer aussi, pour créer cette distance avec soi-même et provoquer un chemin différent à un chemin que d'autres ont constitué pour nous. Et il y a beaucoup de voix qui nous accompagnent. Non, ne fais pas ça, non, non, mais pourquoi tant d'efforts, etc. Si, il y a beaucoup de voix qu'on est porté à écouter, qui nous empêchent d'avancer, de provoquer un chemin, d'ouvrir un chemin. Mais par exemple, la philosophie, la langue, la culture en général, l'université encore, malgré tout, disons l'école, malgré tout. Et puis certaines rencontres, parfois, certaines empathies. Et puis le talent, le caractère personnel. Et Sartre ne parle pas beaucoup du caractère. Ça c'est l'autre question. Hein. Il y avait la nature humaine, il y avait la morale. Peut-être qu'il y a la question du caractère, du talent personnel. Enfin, il semble oublier qu'on est constitué avec des capacités qui sont presque naturelles, dès l'enfance, dès la petite enfance, et puis des incapacités aussi. Et qu'il faut jouer avec ces choses-là. Pour jouer avec ces choses-là, eh bien, il faut jouer avec soi-même. Et c'est le vieux thème de la philosophie, hein, se connaître soi-même, pour mieux se défaire de soi-même. Bon, ça c'est toute l'aventure occidentale, disons, de la philosophie, et en général de la culture, du théâtre, de la littérature, du cinéma, etc. Donc je dirais oui, comme on le sait, avec de grandes difficultés, avec de grands empêchements, et puis il faut aussi de la volonté, il faut le hasard de belles rencontres. Mais on peut provoquer aussi ces rencontres. On peut provoquer ces rencontres. Voilà, donc je vais répondre un peu comme tout le monde. Et maintenant, j'ai une question un peu longue. Oui. Donc il faut une réponse assez courte, c'est ça? Je voudrais citer. Oui. 3 extraits du livre. Je ne sais pas si vous avez les pages. Ah, on va voir, mais je vais me retrouver facilement sur moi. Ok. Par exemple, la première est dans la page 32. Oui. Et Si tu peux me dire ce qu'il y a il y a un petit résumé parfois, un petit titre qui apparaît sur la page gauche. L'homme se choisit en choisissant tous les hommes. Ah ok. Je vais essayer de retrouver ça. L'homme invente l'homme. Non, c'est pas ça. Mais continue, je vais retrouver. Choisir d'être ceci ou cela, c'est affirmer en même temps la valeur de ce que nous choisissons. Oui. Car nous ne pouvons jamais choisir le mal. Ce que nous choisissons, c'est toujours le bien. Oui. Et rien ne peut être bon pour nous sans l'être pour tous. Oui. Ouais. Il parle que tous les choix sont bons.
L'autre extrait, c'est dans la page 38. Ouais. Donc il dit, il n'est écrit nulle part que le bien existe. Il est écrit que le bien existe. Nulle part. Nulle part que le bien existe. Oui. Alors j'ai vu une petite contradiction là. Et je voudrais lire l'autre extrait, c'est dans la page 39, Ouais. qui dit « En effet, tout est permis. Si Dieu n'existait pas, et par conséquent, l'homme est délaissé. Oui. Parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors de lui, Oui. une possibilité de s'accrocher. Oui. Il ne trouve d'abord pas, des excuses. Mhm. Si, en effet, l'existence précède l'essence, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée. Mhm. Autrement dit, il n'y a pas de déterminisme. Mhm. L'homme est libre, l'homme est liberté. Oui. Alors, comme je vous ai dit, j'ai trouvé une petite Oui, contradiction oui, d'accord. entre le premier extrait et Oui. le second, qui dit que, il dit, ouais, tous les choix sont bons. On choisit, ce que nous choisissons, c'est toujours le bien. Oui. Mais après, il dit que le bien n'existe pas. Oui. D'accord. Alors, il y a une contradiction. Et l'autre chose, c'est Oui. que si tout est permis, on peut faire ce qu'on veut. Oui. Ce qu'on veut. Alors, peu importe les conséquences, c'est ça. D'accord. Et je vois dans notre réalité que pas tous les choix sont bons. Bon, très bien. Et on peut voir ça. La bande de gaz, ce qui se passe Ok. là, Très et bien. la bombe Hiroshima et Nagasaki, Ok. et les génocides juifs, et toutes ces choses. Quelle est votre Avis. opinion par Ok. rapport à ce sujet? Très bien. Bon, alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans cette conférence, qui est ainsi publiée, il se situe encore une fois pratiquement uniquement sur le plan de la philosophie. Et donc, ensuite, on va passer, bien qu'il mêle aux arguments philosophiques des exemples très concrets, soit des exemples littéraires, mais en particulier aussi des exemples de la vie quotidienne, surtout quand il parle de cet étudiant qui va faire un choix et qui vient le consulter comme professeur de philosophie pour savoir quelle serait la voie à suivre. Et la contradiction apparente n'est qu'apparente. En fait, il y a une distinction à faire entre le bien qu'il faudrait écrire, qui n'est pas présent dans la conférence, mais qu'il faudrait écrire avec un B majuscule, et le bien avec un B minuscule. Le bien avec un B majuscule, ce serait l'idée du bien. Un peu ce qu'on trouve chez Platon, mais ce qu'on trouve aussi chez les chrétiens. C'est-à-dire une valeur, et ce qu'on trouve aussi chez Kant. Avec l'idée de nature humaine. C'est-à-dire l'idée posée d'une valeur qui surpasse, qui dépasse, et qui prédétermine l'existence humaine. Si on pose cette idée qui dépasse, qui précède l'existence humaine, en effet, on peut dire ceci est bien et ceci est mal, sans se tromper. Mais ce que veut dire Sartre, c'est que cette idée de bien se donne dans le moment de l'action, dans le moment du compromis qui remet au fait même que je suis condamné à être libre. C'est-à-dire qu'en agissant, eh bien, j'agis en posant en même temps que mon action, en posant même la valeur du bien que j'ajoute à l'action que je commets. C'est-à-dire que l'adjectif, le qualificatif, la valeur de bien est une conséquence que j'assume au moment même où je décide de commettre ce fait, de prendre cette décision. C'est-à-dire que c'est moi qui crée les conditions de la possibilité d'un jugement en termes de bien et de mal. Mais avant cette action, avant cette décision, il n'y a rien de tel. Et en effet, si Dieu n'existe pas, si Dieu est mort, s'il n'est pas là,
eh bien, je pourrais croire que tout est possible. Oui, mais ça serait oublier la logique de l'intersubjectivité, de cette liberté qui repose et qui implique tous les hommes. Et là, il faut bien dire qu'il est vrai que dans cette conférence, il ne va pas jusqu'au bout. Il se contente de poser les arguments philosophiques, sans vraiment nous dire s'il y a une morale, comment elle se constitue, et surtout quels seraient les éléments constitutifs de ce qu'on pourrait comprendre comme le bien et comme le mal. Ça n'apparaît pas clairement. Ce n'est pas le propos, disons, de la conférence. Le propos de la conférence, c'est de montrer qu'il y a une logique philosophique, et qu'il y a une logique d'une morale, parce que précisément cette logique argumentative repose sur le fait même de la liberté, qui est intersubjective. Alors, on pourrait lui dire, et c'est ce qu'on lui reproche, et lui-même se fait le reproche, mais alors, ceci est bien ou ceci est mal, j'aurais pu faire autre chose et ça aurait été aussi bien ou ça aurait été aussi mal. Et il montre en fait que quand je m'engage, j'engage l'humanité, ou l'idée même que j'ai de l'homme. Et par conséquent, en puissance est engagée la possibilité d'une morale et la possibilité de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Ceux qui disent « Oui, mais je n'engage que moi », se trompent, dit Sartre. C'est la mauvaise foi. Si je crois, parce que Dieu est mort, parce qu'il n'existe pas, parce qu'il n'y a aucun déterminisme, parce que l'existence c'est l'essence, que je peux faire n'importe quoi, et que ce n'importe quoi de l'action ou de la liberté très subjective n'engage que moi, ceci est une erreur. Ceci est dit Sartre. Et pour le montrer, il dit effectivement que dans mon engagement, dans ce projet qui est le mien, porté que je suis par la liberté, dans cette action que je commets, eh bien, j'engage, que je le veuille ou non, que ça me plaise ou non, j'engage l'homme, ou l'idée de l'homme, que j'emporte avec moi. Et que par conséquent, il est possible, sans le dire précisément, qu'il y aurait une morale qui se constituerait en termes du bien, en termes du mal. Mais ensuite, politiquement, Sartre, bien sûr, intellectuel très engagé, et il a une réflexion sur le colonialisme et le post-colonialisme, bien sûr. Et il va se mettre du côté des opprimés pour montrer que l'homme peut toujours se libérer des conditions matérielles, sociologiques, politiques, historiques, qui l'amènent à être ce que l'autre veut qu'il soit. Par exemple, l'esclave, le colonisé, le prolétariat en fonction de la bourgeoisie. Et bien sûr, on pourrait dire que depuis la perspective sartrienne, si après on regarde ses engagements et ses compromis politiques, on dirait que dans ce cas-là, que tu as nommé, bien sûr, il y a la question juive qu'il traite longuement, mais il est fort probable qu'il aurait dit je me mets du côté des plus faibles, quoi, des opprimés. Enfin, la question est plus complexe. Ce qui est difficile avec Sartre, c'est que cette morale n'est pas pleinement définie. Parce qu'elle est toujours à être constituée, il ne peut pas en être autrement. C'est-à-dire, elle n'est pas tout prédéterminée, cette morale. Et il est difficile, en dehors de l'action, en dehors du compromis qu'implique l'engagement que je suis en tant qu'être humain, il est difficile de poser les termes d'une morale où les valeurs du bien et du mal seraient des valeurs qui dépasseraient l'existence humaine. Ce qui est le cas dans l'existentialisme chrétien, ce qui est le cas de la chrétienté, ce qui est le cas en partie dans le marxisme, dont il essaie de se défaire précisément sur ce point-là. Ouais. Et bon, alors, mais tu as raison, là on peut dire, bien, je comprends les arguments de Sartre, je les épouse, mais enfin, je suis un peu comme l'étudiant, où je suis devant mon téléviseur, je vois des actions, et malgré tout, il y a un sentiment du bien en moi. Il y a un sentiment qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Et là, ça serait plutôt Camus qui aurait raison. C'est-à-dire, dans le fond, il y a une espèce de sentiment humain, pour ne pas dire de nature humaine, qui me porte à dire certaines choses se font et certaines choses ne se font pas. Voilà. Et là, puisqu'il n'y a pas une morale constituée, sinon une morale en acte, en situation, qu'on pourrait essayer de dégager du compromis politique de ce qu'est l'homme
de ce qu'est l'intellectuel précisément engagé, tel que Sartre, on pourrait dire, bien, j'épouse ou non le parti de Sartre. Je comprends son compromis, je comprends les raisons philosophiques, en termes de logique qu'il énonce. Ça ne veut pas dire que je peux épouser pleinement que je peux épouser pleinement, comme s'il s'agissait d'un dogme, les positions qu'il a tenues. Et là, effectivement, on voit peut-être un peu la limite de cette philosophie existentialiste. Et là, il faudrait aller plutôt, peut-être. Alors, on pourrait aller en politique du côté de Aron, qui était complètement à l'opposé de. C'était des amis, hein, mais qui n'étaient pas de gauche, disons. Et puis, on pourrait aller du côté de Camus, on pourrait aller d'autres, pour essayer de configurer. Bien, c'est bien beau les arguments philosophiques, et moi je sens quelque chose. Et Sartre dirait, mais vous le sentez parce que précisément, vous vous êtes compromis dans une action. Et ce sentiment ne dérive comme un facteur second et non premier. Mais vous croyez que c'est un facteur premier, vous croyez que naturellement vous êtes porté, vous avez un sentiment en vous. Mais non, vous êtes déjà compromis. Et ce compromis, c'est cette action qui provoque en vous ce sentiment et non le contraire. Alors on peut être d'accord ou non avec Sartre. Et ça, c'est les limites de la philosophie. Précisément, la philosophie, c'est ça. Il ne s'agit pas d'un dogme, hein. Il ne s'agit pas d'entrer dans un territoire sacré qu'on ne pourrait pas violer, toucher, hein, qu'on ne pourrait pas critiquer. Précisément, c'est ça la philosophie. Et tu as raison. Tu as raison. Sartre ne répond pas pleinement dans cette conférence. Et le pauvre étudiant, il est laissé un peu à lui seul. Hein. Et nous aussi, quand on regarde des scènes à la télévision, etc., il y a un sentiment en nous qui nous porte. Qu'aurait dit Sartre? Il aurait dit certaines choses. Mais est-ce que ça veut dire qu'on les partage, hein? Et d'ailleurs, il ne demande pas qu'on le fasse. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut en tant que pas politique? Croyez-vous que les gens qui ne participent pas dans la vie politique ne sont engagés? Alors si je me situe depuis Sartre, si je me situe depuis l'être et le néant, l'existentialisme, je dis que non, nous sommes toujours engagés. Alors nous pouvons faire croire que nous ne sommes... Enfin, on peut se faire croire à soi-même que nous ne sommes pas, que nous sommes déterminés, ou Sartre le dit, ceux qui ne sont pas engagés politiquement, qui veulent rester neutres, de toute façon, c'est déjà un engagement. Cet engagement est politique. C'est-à-dire, on ne peut pas échapper à ce poids de la responsabilité, de la liberté, et par conséquent, au champ du politique, dans le sens plein du terme, qui ne se réduit pas au fait que j'ai ma carte dans un parti. Hein, non. Donc il y a une responsabilité politique, la philosophie c'est ça aussi. Et donc depuis Sartre, et Sartre a raison, et la philosophie c'est ça depuis ses origines, le champ du politique est constitutif de l'exercice philosophique. Bien sûr, j'entends le politique comme cette présence alterne de cet autre qui me constitue en même temps que je le constitue, qui essaie de me nier ou de me réaffirmer. Comme je joue moi aussi de cela en face de l'autre. Et ça, c'est ça la politique. Et là, il y a un compromis, il y a un engagement, je n'échappe pas. Et je peux dire non, je me retire, je veux rien savoir, je veux parler à personne, etc. Mais il y a déjà là une position d'engagement politique. Et depuis Sartre, cet engagement engage tous les hommes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de morale qui se dégage. Au même moment où je crois que que je me contente de moi-même et que je suis bien pris dans ma subjectivité et dans un confort de l'intimité. Hein. L'indifférence. Mais l'indifférence est une prise de position politique aussi. Et ce que je laisse de faire, d'autres le feront aussi. Bon, on connaît ça en Colombie, donc l'engagement politique, il est partout en Colombie. Bien qu'apparemment, l'indifférence, apparemment, est de mise. Et le sentiment apparemment qui règne. Mais l'engagement est partout. Et nous sommes responsables des autres comme nous sommes responsables de nous, c'est ce qui se dégage. Mais pas seulement de Sartre, de Camus, mais d'autres aussi. Ce qui fait qu'il est très difficile de dire « Ah, ici, nous voyons les actions mauvaises, et les mauvais, les salauds, les lâches, et puis nous serions du bon côté. »
les choses sont beaucoup plus compliquées. Et tout ça se dégage de l'aventure de la Seconde Guerre mondiale en vérité. Hein. Il y a une autre phrase très, très fameuse, Sartre. Jamais nous avons été si libres que durant l'occupation allemande. Alors, bien sûr, ceux qui ont connu l'occupation allemande comprennent, même s'ils n'ont pas fait de philosophie, ce que dit Sartre. Ceux qui sont dégagés, qui sont dans une situation sociale, économique, politique, de bien-être, disons. Bien qu'en ce moment, sur la planète, ça va assez mal. Mais bon, disons, pourrait difficilement comprendre cette phrase qui est un peu paradoxale. Mais depuis la philosophie existentialiste, et puis depuis ceux qui ont vécu vraiment ces événements, et en Colombie on pourrait comprendre aussi ça, eh bien, on n'est jamais été le poids de la liberté n'est jamais aussi lourd qu'en temps de crise, en temps de difficulté. Et en Colombie, c'est ce qui nous pousse aussi vers la culture et vers la philosophie. C'est ce qui fait de nous des êtres en puissance philosophique, pas seulement philosophique, mais culturelle. C'est vraiment l'existence qui se donne, mais pas seulement en termes de laideur, en termes de nausée. Ça, c'est chez Sartre, il n'y a pas ça du tout. Mais aussi en termes de gaieté, de hubris, etc., de vitalité, de dynamisme. Et ça, on ne le voit pas. C'est une philosophie de citadine, un peu obscure. Non, il essaie de se dégager de ça, de dire mais non, on ne se complaît pas dans la laideur. Alors vous aimez les livres, les romans de Zola, d'Émile Zola, hein, c'est le naturalisme du XIXe siècle, alors qui montre tous ces personnages sont pris dans le carcan de la société. Il y a une détermination physiologique et sociale qui fait que les êtres sont amenés à commettre malgré eux. Ils répètent un destin. Alors il dit, et vous aimez ça? Et puis alors vous lisez nos romans et puis vous dites que c'est laid, que quelle horreur, etc. Mais non, alors vous entrez en contradiction avec vous-même. Mais il montre tout ça, quoi. Et malgré tout, c'est vrai, il y a une espèce de mode existentialiste. Et Sartre essaie de s'en défaire un peu. Il dit, il y a beaucoup. Au début, il dit de la conférence, il dit l'existentialisme. Enfin, on entend tout par ce mot. Un peu de clarté. Je vais essayer de définir de nouveau ce que c'est. Parce que, et pour le définir, il se restreint volontairement au champ de la philosophie. Et pour nous, qui lisons peut-être pour la première fois Sartre, cette conférence, on se dit, mais alors bon, oui c'est très joli tout ça, mais alors comment se comporter, enfin, quelle est la morale, enfin, comment... Et on voit rien là, on voit des arguments philosophiques en fait. Bon, comme vous savez, la télévision est un moyen de communication qui influence beaucoup de gens. Beaucoup. Et peut-on lui attribuer notre mauvaise foi définir cela par Sartre comme un mensonge parce qu'il dissimule la totale liberté de l'engagement? Oui, on pourrait le dire. La liberté est une responsabilité, une lourde, une charge, c'est quelque chose d'angoissant. Bon, c'est pas quelque chose de très positif hein, chez Sartre. C'est pas nous sommes libres, youpi, bravo. Non, c'est pas la gaieté, c'est pas la joie de. Enfin, je veux dire, on ne respire pas la joie de vivre. Enfin, ça transparaît pas de ce monde-là en tout cas. Et alors, c'est vrai, on préfère se décharger. Oui. Alors le divertissement, c'est une forme, à travers la télévision, c'est de se décharger un peu. Mais surtout si on est pris dans le carcan d'un travail journalier, pesant, comme c'est le cas pour beaucoup de gens, eh bien, la télévision, c'est ça, on arrive le soir, on allume la télé, et puis on respire un peu, quoi, on oublie, on va boire un coup, je sais pas, on va jouer, enfin bon. Il ne faut pas en vouloir. Mais Sartre, on n'a pas l'air de voir qu'il y a aussi en nous, en puissance, cette faculté de goûter du plaisir, de se laisser abandonner, de se divertir. Bon, Aristote, il avait dit ça, il avait dit, bon, un travail intellectuel, c'est bien, etc. Parce que pour le travail manuel, pour les Grecs, c'est pas beau, c'est pas digne. Bon, le travail intellectuel, etc. Mais ensuite, eh bien, oui, il faut se reposer, il faut se divertir. Et je ne sais pas s'il y a des réflexions de Sartre sur la télévision, je crois qu'il n'y en a pas. Il y en a peu. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait ri de tout cela. Il aurait dit. Volontairement, on se soumet
à ce flux d'images qui, il faut bien le dire, bien souvent abrutit, idiotise plus qu'il nous libère. Et volontairement, on s'abrutit de manière collective, mais parce que la télévision aussi n'offre pas beaucoup de choix. C'est-à-dire, ce n'est pas un choix la télévision. Il n'y a pas, bon, il y a quelques chaînes où il y a des chaînes publiques en Angleterre, en France, où il y a quand même de belles émissions encore, quoi. Mais ça pourrait être un autre instrument, la télévision. Et ce n'est pas ça. Alors, j'ai toujours le choix de ne pas allumer mon poste de télévision, de ne pas acheter une télévision. Mais il y a en moi aussi quelque chose, enfin, il y a une puissance en moi, quelque chose de naturel, qui fait que je suis aussi porté au divertissement, à la gaieté, au plaisir simple. Il ne faut pas nier ça. Alors, et si je dis ça, je suis obligé de faire une espèce de sociologie de ce qu'est l'homme, une anthropologie de ce qu'est l'homme, et puis peut-être qu'il faut que je fasse une typologie des caractères, et puis il faut que je mette de nouveau sur la table la question qui est évacuée par Sartre du fait qu'il y a une nature humaine, peut-être. Voilà. Pour essayer de se dévier un peu de Sartre. Bon ben c'est un... Et puis il y a la question de qu'est-ce que l'image, qu'est-ce que la télévision, c'est pas seulement une image fixe. Platon, là, il nous adorait beaucoup, là, qui a pensé l'image, et puis il y a d'autres philosophes. On est constitué par la télévision. Regardez le langage qui est émis par les journalistes et par beaucoup. Et comme le langage, pas seulement en Colombie, comment le langage se transforme, et comme si nous étions en face d'un instituteur, et alors on répète un peu bêtement ce qui est dit, ou la manière parce qu'on aime être à la mode aussi. Il y a ça en nous, il y a ce plaisir de jouer, de se transformer. Mais il faut dire que ce n'est pas très volontairement qu'on le fait. C'est plutôt involontairement, c'est de manière un peu soumise qu'on le fait. D'où la nécessité de la culture, d'apprendre une autre langue, etc. L'université, tout ce qu'on a dit, quoi. Ce sont des moyens d'échapper, de se libérer, de jouer de ça, de manière ironique. Bon, et vous avez parlé sur les traits d'union et la nausée, oui. ce livre. Et par rapport à ça, comment la pensée de Sartre a-t-elle évolué? Oui. Bon, au début, il y a une espèce de radicalisme philosophique. Nous sommes libres, nous sommes condamnés à l'être. Donc, c'est volontairement, de manière responsable, que j'émets telle décision, que je n'adhère pas à telle décision, que je suspends mon jugement, etc. Et puis, peu à peu, il y a la question du marxisme qui apparaît, et la question politique, qui fait que Sartre essaie de se libérer, disons, des premières positions philosophiques. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il va insister beaucoup plus sur le fait que nous sommes en situation. Il ne va pas considérer de manière tant forte les premières positions philosophiques qu'il a émises au début. La question juive apparaît, par exemple, en plus des questions politiques. Le rapprochement avec certains philosophes dans la défense des opprimés, par exemple, apparaît. On le voit à côté de Foucault, il est déjà vieux, hein. Et puis, la question de la littérature qui a accompagné Sartre durant toute sa vie est de plus en plus présente. Je ne veux pas dire le théâtre ou les romans, sinon la question même de la littérature. Et il y a les mots il écrit ça, déjà il est c'est un homme mûr, constitué. C'est une réflexion sur lui-même, une autobiographie qui joue de l'autobiographie. C'est une réflexion sur la littérature, puis il s'accompagne aussi de ce choix existentiel qu'il y aurait chez tout homme, et qu'il essaie de retrouver chez de grands écrivains, en particulier chez Baudelaire, chez Flaubert par exemple. Il y a ce jeu important avec la littérature, avec le choix existentiel. Il y a ce dialogue critique aussi avec la psychanalyse, qui est très important au moment où on avance. Donc Sartre, à la fin des années 60, n'est plus ce Sartre qu'on connaît des années 40-50, qui occupe tout le champ intellectuel. Dans les années 60, il y a le structuralisme qui apparaît avec force, et puis il y a de nouveaux auteurs, surtout en philosophie.
qui sont empreints du structuralisme et qui veulent se libérer de la philosophie du sujet. La philosophie du sujet, Sartre y est en plein dedans, une philosophie qui se déprend du cogito cartésien. Et d'ailleurs, il est nommé ce cogito dans l'existentialisme et l'humanisme. Alors il y a une lutte, disons, avec le structuralisme, et puis tout d'un coup, Sartre déjà plus un jeune homme, hein, apparaît en mai 68. Et en mai 68, Sartre retrouve une vigueur philosophique, intellectuelle. Disons, c'est une possibilité de la jeunesse de se libérer du carcan de ses pairs et de la bourgeoisie. La question de la liberté revient sur la scène, et puis Sartre revient, et beaucoup se réclament de nouveau de Sartre. Alors, disons que Sartre retrouve une force philosophique grâce à ces événements qui secouent la France, politiquement, sociologiquement, qui la secouent et en même temps, elle continue à perdurer. Et puis, il y a la question avec le structuralisme, avec la psychanalyse, et puis là, le renouveau avec la littérature, avec une idée de la littérature. Et peut-être, finalement, le fait même qu'il y a un style. Peut-être qu'on pourrait croire que, dans le fond, Sartre aurait voulu être un grand écrivain. Il a été un philosophe et puis un écrivain de manière un peu seconde. Bon, tout ça est assez intéressant. Bon, à la fin de sa vie, il y a aussi le fait aussi que Simone de Beauvoir apparaît comme remplaçant un peu la figure qu'il avait posée. Alors, les romans, les écrits de Simone de Beauvoir se situent dans l'existentialisme de Sartre. Et puis, il y a de très beaux romans, et puis de très belles questions. La sagesse des nations, par exemple, de l'existentialisme, c'est un petit texte qui est peu connu. D'ailleurs, il nomme la sagesse des nations, ensuite il s'est repris par Simone de Beauvoir, etc. Puis il y a le fait que tout d'un coup, Simone de Beauvoir produise le deuxième sexe. Alors, ce grand travail, et c'est elle qui occupe le devant, dans ce couple un peu étrange, quoi, très original. Et en fait, il se donne la main. Quand l'un apparaît sur la scène, disons, intellectuelle, eh ben, il entraîne l'autre. C'est un peu étrange. Et ensuite, le structuralisme fait que... Et puis les prises de position politiques de Sartre fait que peu à peu, d'autres philosophies, d'autres modes de philosophie apparaissent. Et cette morale qui n'est pas écrite finalement, qui n'est pas produite, qu'on en attend, ben, c'est un peu les questions qu'on a eues là, finalement, de manière concrète, etc., fait qu'on peut abandonner finalement Sartre au profit d'autres situations philosophiques et culturelles. Mais ce qui reste toujours, c'est cette concomitance avec le monde artistique, avec le monde politique. Ça, c'est formidable. Et puis une philosophie qui, enfin, sort du cadre de l'université. D'ailleurs, le concours de l'agrégation, c'est un concours qui se prépare durant une année qui est très difficile pour être professeur au collège ou au lycée, et puis enfin, pour pouvoir entrer aussi à l'université. Durant des années, Sartre n'était jamais au programme. Sartre n'était pas lu et commenté. C'est maintenant qu'il est. Bon, ça c'est bien, ça c'est une espèce de philosophie qui secoue, qui réintroduit la vie, le quotidien, et qui fait part avec la politique, avec le monde artistique. Bon, on n'en est plus là quand même. Il y a une espèce de décalage quand même. Il n'y a plus de ces grandes figures, disons, qui font et défont d'une certaine façon la politique, ou une façon de penser, de vivre la politique et la culture. Mais bon, la question juive, la question de la psychanalyse, la question de la littérature font qu'il y a un autre Sartre qui apparaît de plus en plus et qui est plus nuancé, plus subtil que cette idée un peu franche de que eh bien, nous sommes tous responsables de nos actes, nous sommes condamnés à être libres, etc. Il n'y a pas de moyen terme. Non, la question socio-économique et historique introduisent un Sartre plus nuancé, disons. Moins connu d'ailleurs. Parce que la grandeur philosophique, c'est ça, c'est le maître le néant. C'est ensuite, on travaille sur la dialectique marxiste qui est très important aussi. Et
puis il y a des petits chefs-d'œuvre comme ça sur les émotions. Là. Bref, sur les émotions, je ne me souviens plus de ton titre. Son travail sur la littérature qui est formidable, qu'est-ce que la littérature, les mots, c'est joyeux. Bon, le fait qu'il refuse le prix Nobel de littérature, parce que c'est un prix bourgeois, etc. Et le prix Nobel, alors la raison, elle est un peu simplette. Le prix Nobel figure un destin. En tant qu'écrivain, ça y est, on me met... voilà, c'est un professeur, c'est un professeur à l'université de Mage, c'est un étudiant à l'université de Mage, on met des catégories, etc. Et prisonnier de cette catégorie, je ne peux que répondre à ce que les autres me configurent. Ça y est, je suis pris dans un destin. Et précisément, le destin ne peut advenir qu'après la mort de l'homme. Donc il refuse ce prix qui en plus est bourgeois, mais enfin bon. L'avoir refusé, c'était l'avoir accepté, hein, parce que dans l'esprit de tout le monde, bon, ce refus, c'est une reconnaissance suprême, etc. Bon, il y a ça aussi, il y a tous ces moments qui sont importants. Il y a la guerre d'Algérie, avant là, dans les années 60 aussi, l'opposition avec Camus, la question sur le colonialisme, les prises de position face au mouvement, disons, révolutionnaire, anarchiste, criminel. Difficilement aujourd'hui on pourrait imaginer un intellectuel, enfin une espèce de moralisme qui empêche de croire qu'un intellectuel pourrait prendre parti pour des assassins par exemple, des choses comme ça. Là il y a quand même un moment de vigueur et de violence philosophique et politique. On n'est plus trop dans ça en ce moment. Enfin en France en tout cas. Bon, maintenant, je vais vous lire un petit extrait, un petit verset du Coran. Ouais. On voudra que vous le commentiez de point de vue de la religion et de la liberté. Ok? Ah ben, c'est peu de choses ça. J'ai besoin d'un autre café là, non? Bon. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, sortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur nuit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes bon et bon, ben alors ça c'est une phrase qui nous situe dans un contexte dogmatique, religieux, d'un profond déterminisme, et où des êtres sont rangés en fonction de leur catégorie, de leur sexe, et comme si leur qualité inhérente à leur sexe ferait d'elles, ferait d'eux, puisqu'il s'agit des hommes et des femmes, des spécificités qu'il serait un devoir de chacune de ces catégories de se soumettre à ce déterminisme constitué religieusement. Alors bien sûr, c'est tout à l'opposé de la position de Sartre. Non seulement parce que cet existentialisme est athée, mais aussi parce que c'est moi, en tant que mon existence précède à mon essence, qui détermine si j'accepte, par exemple, un dictamen religieux comme celui-là, si je suis une femme ou si je suis un homme, et qui n'est pas constitué a priori, c'est-à-dire avant toute expérience. Et par conséquent, ce dictamen religieux ne peut pas engager toute l'humanité, parce qu'elle impliquerait précisément une négation de cette liberté qui est une responsabilité angoissante, et elle poserait ce qui est impensable philosophiquement pour Sartre, l'idée de Dieu, l'idée philosophique de Dieu, où l'en soi
se trouverait concilié avec le pour soi, pour reprendre les termes qu'il utilise dans Maître le Néant, ce qui, logiquement, est impossible. Donc par conséquent, bon, et puis on sait tous l'engagement libre d'une vérité d'une vérité amoureuse, sexuelle, etc., politique, culturelle, littéraire, entre Simone de Beauvoir et Sartre, qui est à l'opposé d'une soumission telle qu'elle est posée dans ces termes religieux. Alors oui, le monde religieux ne voit pas avec un bon œil l'existentialisme, bien sûr. Nous sommes à l'opposé. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à pour moi, ajouter. c'était très sympa, tout ça. C'est vraiment très agréable de pouvoir en discuter en français sur ces questions. Quand d'habitude j'en parle en espagnol, c'est presque exotique de le faire tout d'un coup. Et puis, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Puis je vous félicite aussi pour le français dont vous disposez. Très bien, c'est très prometteur. Bravo, bravo, il faut continuer, c'est fantastique. Nous finissons l'entretien. Maintenant, nous sommes satisfaits de le travail que nous avons fait et des précisions et des opinions que le professeur Gajan ont fait sur l'existentialisme et un humanisme. Vivez la solidarité entre le peuple. Vivez la solidarité entre le peuple. Malien, Ivoirien, Burkinabé, Mauritanien, Sénégalais, Guinée.